Ici le podcast de Van Rijn Legal and Property, conseils pratiques sur l'immobilier et les affaires au-delà des frontières. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les sources qu'on a reçues concernant le droit successoral en Russie, plus précisément la question des testaments. Oui, bonjour. C'est un domaine où la loi semble très précise, très formelle. Tout à fait. Le code civil russe, les commentaires, tout ça dessine un cadre, assez rigide. Mais avec des surprises quand même, des zones de flexibilité. Voilà. En fait, au centre, il y a toujours la volonté du testateur. Et c'est cet équilibre entre les règles et la volonté, surtout quand ça devient international, qui est assez intéressant à analyser. D'accord. Notre objectif aujourd'hui, vraiment extraire l'essentiel. Comprendre comment ça marche, un testament, là-bas, en Russie. Alors, on commence par quoi? Le grand principe. Le grand principe, oui, c'est la liberté de tester. Article 1119. En gros, la personne qui rédige son testament peut choisir qui elle veut comme héritier. Même hors de la famille. Même hors de la famille légale, oui. Elle fixe les parts, elle peut même décider de ne rien laisser à certains héritiers qui auraient normalement dû hériter selon la loi, Ah oui, sans donner de raison. sans avoir à se justifier. C'est une liberté très large. D'accord, mais les sources le disent bien, il y a une limite de taille. Cette fameuse part obligatoire. Exactement. C'est le garde-fou principal. Article 1149. Certains proches sont protégés. Qui, par exemple? Alors, les enfants mineurs ou les enfants majeurs mais incapables de travailler, le conjoint, les parents s'ils sont aussi incapables, et puis les personnes qui dépendaient financièrement du défunt. Et ils ont droit à quoi concrètement? Ils ont droit à une part minimale, peu importe ce que dit le testament. Cette part, c'est au moins la moitié de ce qu'ils auraient touché s'il n'y aurait pas eu de testament du tout. Ah d'accord, donc même si le testament les oublie ou les exclut volontairement, la loi intervient. C'est une protection forte pour le noyau familial proche. C'est ça, un filet de sécurité. Bon, alors ça c'est pour le qui. Maintenant, il y a le comment, la forme du testament. Oui, les textes insistent beaucoup là-dessus. C'est un acte très personnel, on ne peut pas mandater quelqu'un pour tester à sa place. Non, impossible. Et la règle générale, c'est un écrit. Et surtout, authentifié par un notaire. C'est l'article 1124 qui pose ça. La voie classique, en somme. Voilà. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, la loi russe prévoit des exceptions pour des situations où on ne peut pas aller chez le notaire. Comme quoi, par exemple? Quelqu'un qui est hospitalisé sur un bateau loin de tout port, en pleine expédition scientifique ou sur une base militaire isolée. D'accord, des cas assez spécifiques. Oui. Et là, d'autres personnes peuvent authentifier le testament. Le médecin-chef à l'hôpital, le capitaine du navire, le chef d'expédition. Il faut un témoin aussi dans ces cas-là. Ce sont les testaments assimilés à un acte notarié. Article 1127. Et il y a aussi le testament écrit à la main. Oui, le testament holographe ou fermé. C'est l'article 1126. Il doit être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. Ensuite, on le remet au notaire, mais dans une enveloppe scellée. Donc le notaire ne sait pas ce qu'il y a dedans. Non, pas avant le décès. Et puis il y a le cas le plus extrême, les circonstances extraordinaires. Article 1129. C'est-à-dire? Si une personne est vraiment en danger de mort imminente, genre situation de catastrophe, et qu'elle ne peut utiliser aucune des autres formes, elle peut rédiger un simple écrit. Juste un papier. Un écrit simple, signé par elle, mais il faut absolument 2 témoins présents à ce moment-là. Par contre, attention, ce testament-là, il n'est pas valable tout de suite. Il faudra qu'un tribunal le confirme après le décès. D'accord, c'est une sécurité supplémentaire. Un point qui m'a semblé potentiellement compliqué, surtout à l'international, la révocation. L'article 1130. Ah oui, la règle est simple. Un testament fait plus tard annule automatiquement les dispositions contraires d'un testament fait avant. Point. C'est très direct. Pas de nuance. Si on a des biens dans plusieurs pays. La loi elle-même, non. Elle est assez binaire là-dessus. Pas de reconnaissance formelle de clause de non-conflit comme on peut voir ailleurs. Mais une des sources pointe quelque chose d'important. Oui. C'est la pratique des tribunaux. La Cour suprême russe, notamment, essaye souvent de chercher l'intention réelle du testateur. C'est-à-dire? Si on voit bien que la personne a fait, disons, un testament pour ses biens en Russie et un autre testament pour ses biens en France, et que les deux sont cohérents dans leur domaine, les juges peuvent décider de les faire coexister. Ah, intéressant. Donc une sorte de pragmatisme judiciaire face à la rigidité du texte. En quelque sorte, oui, une solution pratique qui émerge, même sans base légale explicite pour ces testaments territoriaux.
D'accord. Et est-ce qu'on peut mettre des clauses un peu particulières dans un testament russe? Pas juste dire je lègue tout à X ou Y. Oui, tout à fait. Il y a notamment ce qu'on appelle le lex particulier, en russe Завещательный отказ. C'est l'article 1137. Et ça consiste en quoi? Le testateur peut imposer une obligation à l'un de ses héritiers au profit d'une troisième personne, le légateur. Une obligation. Quel genre? Ça peut être de transmettre un objet précis à cette personne, lui donner le droit d'utiliser un logement, lui rendre un service ou même lui verser de l'argent périodiquement. D'accord. Et l'héritier est obligé de le faire? Oui, mais attention, seulement jusqu'à concurrence de la valeur de ce qu'il reçoit lui-même en héritage, une fois les dettes payées. Il n'est pas tenu au-delà. Et le bénéficiaire, lui, il a 3 ans après le décès pour réclamer son dû à l'héritier. C'est un mécanisme assez précis. Et tout ça, j'imagine, est couvert par le secret? Absolument, c'est crucial. L'article 1123 pose le secret du testament. Notaire, témoin, traducteur si besoin, toute personne qui a connaissance du testament ou de sa préparation, Doit se taire. secret absolu avant le décès. Sinon, il y a des sanctions prévues. Ça protège la liberté du testateur jusqu'au bout. En résumé donc, ce qui ressort de ces sources, c'est une sorte de tension, non? Entre un formalisme très marqué Oui, les formes à respecter, les règles de révocation strictes, et en même temps ce principe central de la volonté de la personne et une certaine capacité d'adaptation pratique, surtout face aux situations internationales complexes. c'est un bon résumé, je pense. Le système russe cherche cet équilibre. Protéger la famille avec la part obligatoire, respecter au maximum les dernières volontés, et puis naviguer dans les réalités d'aujourd'hui, comme les patrimoines qui traversent les frontières. Et une dernière petite chose pour laisser matière à réflexion, les sources mentionnent ce délai très strict de 6 mois après le décès pour accepter la succession. C'est l'article 1154. Oui, c'est court. Alors, comment ça se passe quand on découvre des biens sur le tard ou quand tout est bloqué par la complexité d'une succession internationale avec des démarches qui prennent beaucoup plus de temps? Ce délai de 6 mois, comment s'articule-t-il avec ces réalités? C'est une excellente question, et probablement une source de difficultés pratiques dans certains cas. De quoi réfléchir, effectivement.